Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Mesdames et messieurs, l'entrevue de ce jour reçoit pour vous un Congolais, un écrivain, un auteur de plusieurs articles et ouvrages sur la démocratie, les élections et sur le développement. Parmi ses œuvres scientifiques, nous pouvons retenir dans son actif la croisade contre la médiocratie. Lui, c'est M. Modeste Mboningaba, à qui nous disons bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je viens de vous faire une brève présentation. Est-ce que vous pouvez ajouter s'il y a quelque chose que j'ai oublié sur votre présentation? Non, peut-être qu'au cours de l'émission, j'aurai la possibilité de parler de mes publications, justement, au passage, pour illustrer telle ou telle chose. C'est vrai, effectivement, que je suis auteur d'une trentaine d'articles. Trentaine d'articles. Sur les élections, la démocratie et le développement en Afrique. En Afrique. Donc, depuis, en fait, peu avant le lancement de la démocratisation, parce que ça remonte à l'époque de Gorbatchev. Ceux qui avaient mon âge ont senti que l'avènement de Mikhail Gorbatchev à la tête de l'ex-Union soviétique annonçait des changements profonds dans la géopolitique mondiale, de par le fait qu'il parlait de restructuration et de transparence. Or, ces concepts-là, de restructuration et de transparence, c'est des concepts qui font penser à des grands bouleversements dans les pays comme le nôtre, qui étaient dans un régime totalitaire. Il n'y avait qu'un seul parti, il n'y avait que l'impair, etc. Lui, il dit, il faut la transparence. La transparence veut dire la gestion des animateurs de l'État doit être transparente. Vous voyez, les institutions elles-mêmes doivent être transparentes. C'est tout simplement une façon de dire qu'il faut démocratiser, mais pas une démocratisation des façades, comme ce que j'ai annoncé justement dans mon ouvrage lorsque je parle de croisade contre la médiocratie. C'est parce que j'ai vu tout de suite que la démocratie qui venait chez nous, c'était une démocratie de façade. Ce n'était pas la vraie démocratie qui repose justement sur cette transparence-là des animateurs et des institutions républicaines. Oui, nous allons parler. Le président de la République, Félix Tshisekedi, il était invité en France, officiellement par le président Macron. Et lors de son interview accordée aux journalistes français, aux journalistes étrangères, le président de la République a manifesté la volonté que notre constitution puisse avoir des réformes. Mais avant qu'on arrive sur cette question qui fait l'objet de cette émission, j'aimerais comprendre sur cette... vous avez sur votre œuvre scientifique, cet ouvrage, les de cet ouvrage me parle un peu beaucoup, sur la croisade contre la médiocratie. La médiocratie. Oui. Pouvons-nous comprendre d'abord, c'est quoi d'abord la médiocratie? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Oui, eh bien, je vous répondrai en disant que, justement, lorsque on annonce la démocratisation de l'Afrique, vous étiez peut-être encore très jeune. Parfaitement. Après la conférence de La Baule, la conférence franco-africaine de La Baule, au cours de laquelle le président François Mitterrand, qui était à la tête de la République française à l'époque, annonce que désormais la France va soutenir de façon plus franche les États qui vont s'engager dans la démocratisation et va en quelque sorte bouder ceux qui ne voudront pas s'engager dans cette voie. Là, nous sommes en 90. Et moi, j'avais déjà perçu le virage qui était en train de s'opérer déjà en 85, lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir, parce que vous vous souviendrez que
c'est à partir de sa perestroïka et de la glasnost, qui signifie en fait la transparence et la restructuration, que le mur de Berlin va tomber. Vous les jeunes, vous ne pouvez pas vous en souvenir. Donc, ce que nous voulons comprendre en bref, on soit un mot, Oui, si qu'on doit parler, quand quelqu'un entend parler de la médiocratie, oui. cela veut dire la médiocrité ou comment? C'est justement ça, c'est la combinaison de deux mots. D'un côté la médiocrité et de l'autre la démocratie. Donc la médiocratie, c'est une fausse démocratie largement dominée par la médiocrité. C'est ça la médiocratie. Donc il y a une mince couche de démocratie, c'est-à-dire la procédure démocratique, qui consiste à aller aux élections tous les 5 ans. Et on dit voilà, il y a aussi des oppositions ici, il y a multipartisme. C'est ça la couche superficielle qui fait croire qu'on est en démocratie. Alors qu'en réalité, d'ailleurs c'est ce que nous sommes en train de vivre, cette démocratie nous fait émerger des gens qui n'ont pas du tout le profil de la fonction. Parce que la démocratie devait normalement être une sorte de sélection des meilleurs fils et filles de la République. La vraie démocratie devait être celle-là, une sélection rigoureuse des meilleurs fils et filles de la République. Or, nous, qu'est-ce que nous avons? Parce que justement, c'est une fausse démocratie. Avec l'argent, on peut acheter tel ou tel, et à la fin, on sort à celui qui est élu. Et il y a aussi un point qu'il faut relever, c'est que les électeurs aussi, pour la plupart, ne comprennent pas toujours les enjeux qu'il y a derrière une élection. Et du coup, ils choisissent en fonction de critères qui n'ont rien à voir avec la vraie démocratie. Merci beaucoup. Et revenons sur les sujets de notre émission, sur la réforme de la Constitution de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi comment la question est trop brillante pour l'instant. À l'instant, ici, tout le monde en parle, toutes les couches en parlent, que le président de la République veut changer la Constitution. Maintenant, il a parlé de la réforme. Est-ce que la question de la réforme de la Constitution, elle est opportune? Vous savez que justement, la question est tellement vaste et susceptible d'ouvrir en fait une sorte de boîte de Pandore pour aller dans des directions qui n'ont pas nécessairement d'importance pour le Congo. C'est pour ça que les gens ont toujours tendance à dire « Ah non, 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 on ne touche pas à la Constitution ». Et pourtant, il y a des éléments effectivement qui sont tout à fait inadaptés, qu'il faut absolument revisiter, notamment cette question du deuxième tour. Une vraie démocratie où il n'y a pas de deuxième tour, ça n'est pas une vraie démocratie. Parce qu'à ce moment-là, au risque de se retrouver avec un président élu avec juste 20%, parce que les autres ont eu moins de 20%. Alors que lorsqu'il y a un second tour, il y a rassemblement de toutes les voix pour maintenant choisir en quelque sorte les champions. Donc on nous prive en quelque sorte des finales lorsqu'il n'y a pas de second tour. Donc c'est important qu'on puisse revenir à cette disposition constitutionnelle qui instaure un second tour. Mais à côté de ça, il y a aussi le risque de se retrouver dans un système où on dit bien, avec la révision, on remet le compteur à zéro. Certains craignent ça. Lorsqu'on remet le compteur à zéro, ça veut dire qu'on commence quelque chose d'autre. Les gens se disent non. On a vu comment ça s'est passé à Brazzaville en face. On a revisité la Constitution pour que maintenant le président qui est là, il est là, il peut rester jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez? Donc,
Je vous ai dit tout à l'heure que les électeurs, un grand nombre d'électeurs, n'ont pas suffisamment de conscience politique pour saisir tous les enjeux et donc tous les défis qu'il faut relever. Lorsqu'on les entraîne dans une histoire de révision constitutionnelle, la plupart ne comprennent même pas de quoi il en retourne. Donc, les gens ont peur à ce qu'on touche à la Constitution à cause de tout ça. C'est pour ça que nous, avec d'autres amis, nous pensons que la vraie problématique aujourd'hui pour le Congo, c'est comment faire en sorte que nous ne puissions plus avoir, sous le couvert d'une démocratie mal comprise, des gens qui sortent des urnes alors qu'ils n'ont pas le profil de l'emploi. Pour nous, c'est ça le problème le plus important. Comment faire en sorte que les élections effectivement fondatrices de nouvel ordre politique où seuls les meilleurs fils et filles de la République émergent. Il faut qu'on réfléchisse à ce système qui doit être mis en place parce que c'est depuis 2002 que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'était réunie à Pretoria pour évaluer les processus électoraux en Afrique. Parce que là, on était déjà, pour certains, à deux cycles électoraux. Parce que si on compte que déjà, ça avait commencé en 90, en 2002, on était déjà, pour certains, au deuxième, voire troisième cycle électoral. Donc, le moment était venu de faire un peu l'évaluation. Se demander si on était dans la bonne direction. Eh bien, je vais vous dire en quelques mots ce qui est sorti de ce séminaire d'évaluation. Le journaliste qui interrogeait le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lui demande alors qu'est-ce qu'il faut penser qui est nouveau à Pretoria. À Pretoria, au moment même. Vous étiez là. Pourquoi dois-je être là? Ok. Pas nécessaire. Je suis l'actualité. Au moment même où se tenait le dialogue intercongolais, vous vous souvenez? Oui. Le dialogue se tenait en Afrique du Sud, à Sun City. Et Pretoria n'est pas loin, donc dans le même pays. Le journaliste pose la question à l'organisateur de ce séminaire, dit, bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant en ce qui concerne la démocratie en Afrique? Il lui dit, ben, non, la réalité est que les élections en Afrique, lorsque elles se gagnent par 51 contre 49, celui qui a 49 n'accepte pas que les élections ont été correctes. Il a toujours tendance à contester. Et des fois, cette contestation peut entraîner des problèmes importants dans le pays parce que justement la démocratie en Afrique est ethnique ou géographique, vous voyez, ou religieuse. Dans certains pays, il y a le nord qui est musulman, le sud chrétien, ou bien les uns sont parlent telle langue, d'autres une autre langue, ou bien c'est la tribu de telle contre telle autre grande tribu. Donc, il a montré que la démocratie en Afrique est fragile à cause de ces éléments-là. Alors le journaliste de République dit, ben, si c'est comme ça, donc il faudrait de nouveau revenir au score de 90% contre 10, comme à l'époque soviétique. Il dit non, je n'ai pas dit ça. Il dit, il faut imaginer des formules nouvelles. C'était ça le principal message qui est sorti de ce séminaire. Il faut imaginer des formules nouvelles. Là, nous sommes en 2002. Ça fait plus de 20 ans que ces formules nouvelles ne sont pas encore mises sur la table, c'est-à-dire l'intelligentsia africaine, les chercheurs, les écrivains. Il y en a qui le font, qui écrivent. Moi, par exemple, sans fausse modestie, j'étais déjà engagé là-dedans. Déjà, je vous ai dit que c'est depuis 90. Mais, manifestement, ces formules nouvelles n'arrivent pas à prendre corps parce que ça n'arrange pas les politiciens. Les politiciens, eux, aimeraient continuer à se faire élire comme ils le font maintenant,
Et finalement, c'est le pays qui en souffre. Parce qu'il faut retenir que l'Afrique a le principal problème, c'est le leadership. Il faut que tout le monde se rende compte que l'Afrique a énormément de ressources naturelles, mais elle a le malheur d'avoir un leadership qui n'est pas à la hauteur des enjeux mondiaux de l'heure. Du coup, la gestion n'est pas bonne, je ne suis pas le seul à le dire. Vous lisez toute la presse qui montre que l'Afrique a cette difficulté par rapport à son élite. Son élite, en fait, c'est le leadership. Et donc, il y a une vraie demande de changer le leadership en Afrique. C'est ça le vrai problème qu'il faut mettre en avant. Et pas cette histoire de révision ou de parce que la constitution qui sera révisée ou réformée, ben avec le même personnel politique qui a échoué, l'élite politique qui a échoué, ça ne pourra rien apporter de positif. Est-ce que la question, parce que lorsque vous, les analystes, vous faites des analyses sur cette question, vous direz un peu, lorsque le président de la République avait parlé de cela, la question lui a été posée. Bon, lisons sa philosophie, c'est parce que lorsqu'il s'est vu incompétent, ou soit il n'a pas ses blocages, il était bloqué, de publier son gouvernement, de mettre son gouvernement pour commencer le travail avec le gouvernement. C'est cette question. Est-ce que ce n'était pas forcément pour que le président de la République ait cette décompte de cette situation, qui est toutes les réalités que les gens soulèvent maintenant là? Parce qu'il s'est vu que dans les capacités de mettre le gouvernement, parce que peut-être la Constitution ne lui permet pas, et il est bloqué. Ce n'est pas cette question qui amène à la révision constitutionnelle. Et cette question pourrait aussi mener. Cette question pourrait aussi mener à la révision de la Constitution. Non, parce que un des co-rédacteurs de cette Constitution est passé dans les médias pour dire que le président a été élu dans les conditions que l'on connaît et il a été proclamé victorieux avec plus de 73%. Lui en tant que président, oui. Et sa majorité. Sa majorité. L'union pour l'union sacrée. L'union sacrée pour la nation. La nation. Plus de 400 députés sur 500. Oui. Donc, pas de problème. N'est-ce pas? Lorsque vous avez une majorité de 400 députés, donc 4/5, vous devez être capable de sortir le gouvernement dans les 48 heures, comme ça s'est passé au Sénégal. Là-bas, on dit que c'est un régime présidentiel. Mais non. Quel régime présidentiel? C'est tout simplement que la constitution qui est là, parce que le professeur qui en a parlé est parmi les grands constitutionnalistes qu'on a ici, le professeur Mampouya. Oui. Il a dit qu'il n'y avait aucun problème pour le nouveau pouvoir issu des urnes, avec les résultats qu'ils ont obtenus, de ne pas agir tout de suite. Mais c'est tout simplement parce que, comme je disais, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes en médiocratie. Et donc, c'est des regroupements, les tendances ceci, etc., des forces manifestement qui ne regardent pas dans la même direction. On peut avoir la majorité, M. Modeste, on peut avoir la majorité, mais la Constitution dit qu'il faut peut-être nommer un informateur, et l'informateur doit commencer par faire son travail. Et ça aussi, c'est une fausse bonne idée. On fait croire ça, mais c'est faux. C'est faux. Est-ce que toutes ces dispositions-là peuvent être supprimées plutôt? Si on était dans une vraie démocratie et non dans une médiocratie, on n'oserait pas évoquer cela. C'est tout simplement parce qu'il y a toujours moyen de jongler avec certaines dispositions pour faire croire cela. Et on n'avait pas besoin d'informateurs. On n'avait pas besoin d'informateurs. Parce que la majorité était clairement identifiée. 400 députés sur 500 qui sont dans l'union pour la chose. L'union sacrée. L'union sacrée. Alors, donc, il fallait faire croire que, justement, on doit encore identifier, parce que il y a une disposition dans la Constitution qui dit ça. Alors, on s'en sert pour dire, voilà, nous, on va
quand même faire ça. Et la non-application de cette disposition après les élections, ce sera une violation de la Constitution, soit on pourrait aussi, les présidents peut ou ne pas aussi appliquer cette disposition. Mais je viens de vous montrer que dès lors que vous avez une majorité clairement identifiée, sortie des urnes, vous n'avez plus besoin de recourir à cette disposition de chercher un informateur. Directement, vous nommez un premier ministre. Donc, vous le faites en informel, vous consultez. Naturellement, vous avez un bureau qui fait ce travail-là. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit institutionnaliser pour dire non, il y a un informateur qui est en train de voir, etc. Est-ce que la Constitution aussi, qui donne la même Constitution qui doit connaître la réforme, qui donne la possibilité à la première ministre ou soit au premier ministre de commencer d'abord la consultation, de consulter toutes les couches de la population avant de mettre ce gouvernement? Je suis en train de vous montrer que tout ça, c'est parce qu'on n'est pas en démocratie. Ça, c'est la médiocratie. Que faut-il faire pour qu'on soit en démocratie? Il y a je vous ai dit qu'il y a des formules. Il faut changer déjà le mode opératoire du système électoral. C'est depuis 2002 qu'on a fait cette évaluation. Aujourd'hui, vous suivez les grands médias ou des grands journalistes comme les Alain Foucault et autres qui montrent que les démocraties en Afrique, parce que ça remonte justement à 90. Comment pouvez-vous imaginer que des gens qui sont restés au pouvoir pendant 30 ans, du jour au lendemain, parce qu'on a dit maintenant c'est la démocratie, se sont fait réélire immédiatement? Est-ce que vous imaginez une démocratie? Pourquoi cela ne s'est pas passé de cette façon-là en Europe de l'Est? Voyez-vous? Donc, ça montre que nous, on nous a vendu une fausse démocratie qui a produit ce que nous sommes en train de subir jusque maintenant, parce qu'on n'a pas été jusqu'au fond des choses. La démocratie, pour qu'elle soit crédible et acceptable, il faut qu'elle puisse produire par la voie des urnes les meilleurs fils et filles de la République. Et pas les gens qui ont des casiers judiciaires, qui ont un parcours flou, qui ont fait des choses peu recommandables, mais par la voie, par le jeu démocratique, entre guillemets, il revient à Kinshasa, auréolé de la victoire qu'il a eue dans son village. Alors qu'à Kinshasa, il a commis beaucoup de dévues. Ce n'est pas ça la vraie démocratie. Donc on doit réfléchir sur comment faire en sorte que les électeurs déjà, à chaque élection, parce que justement je vous ai dit que j'ai beaucoup réfléchi sur les élections et la démocratie, c'est à chaque élection qu'il faut se demander quel est le corps électoral qui correspond à cette élection-là. Vous voyez, s'il s'agit d'une élection communale ou locale, on n'a vraiment pas besoin de se poser la question, parce que dès lors qu'on sait que l'homme ou la femme qui doit être choisi, même le pousse-pousseur du quartier ou le cultivateur du coin va choisir le meilleur, parce qu'il vit avec les gens. Il n'a pas besoin d'aller fouiner dans les bibliothèques ou quoi. On dit non, c'est elle qui correspond pour ce poste. Donc, à une élection locale, il n'y a pas de problème à se poser. Tout le monde peut aller voter. Mais lorsque vous allez plus loin, une élection provinciale, par exemple, vous savez comme moi que dans nos provinces, d'abord déjà, on ne peut pas trouver une province où il n'y a qu'une tribu. Lorsque la tribu entre en jeu, lorsque la tribu est politisée, c'est fini. Si la personne qui doit choisir n'a pas suffisamment de discernement pour d'abord comprendre que la gestion de la province, ça doit être le meilleur ressortissant de la province, pas nécessairement le frère de tribu, à ce moment-là, le jeu change de nature. Parce que maintenant, les politiciens, justement, peu recommandables, vont dire, mais attention, notre tribu, hein, vous voyez, nous, on est toujours un peu marginalisés. Il met la tribu dans l'analyse, dans le jeu. Alors qu'on demande aux électeurs de choisir le meilleur ou la meilleure qui puisse rassembler tous les enfants de la province
pour le développement. Mais est-ce que lorsque... Donc à ce moment-là, excusez-moi, donc à ce moment-là, il faut revoir la composition, la qualité de l'électorat pour être sûr que on va avoir effectivement les meilleurs d'entre nous comme dirigeants de la province. C'est-à-dire le gouverneur, il ne faut pas que le gouverneur soit élu par 30 personnes qu'on achète, parce qu'on a vu ça. On n'est pas en train de parler en théorie. On a vu comment on achète les députés pour se faire, pour être élu gouverneur. Donc, il faut casser ça. Il faut avoir un électorat provincial composé de tous les citoyens qui peuvent être capables de ne pas tomber dans le jeu tribal, qui peuvent être capables de comprendre que la province, pour qu'elle avance, on ne doit pas nécessairement choisir le frère des tribus. S'il n'est pas compétent, s'il n'a pas le bon profil, eh bien, il ne faut pas avoir des sentiments, il faut considérer que ce n'est pas le meilleur, donc on choisira l'autre. Vous voyez? Et donc, ça veut dire qu'on doit revoir aussi la composition de l'électorat à chaque élection, pour être sûr que ce qui va sortir, ce sera effectivement le meilleur de ce qu'on peut avoir à ce moment-là pour le pays. Je crois que ceux qui s'opposent à ce qu'on touche à la Constitution sont du même avis que vous. Ils pensent que, comme cela s'est passé... Ce n'est pas mon avis, c'est juste... j'ai fait appel à l'histoire. Mais justement, ils savent que ça s'est passé de cette façon-là dans les différents pays que vous avez cités. Et donc, ils se disent, qu'est-ce qui l'empêcherait aussi de recourir à cette même astuce? Donc, ils se disent, on n'y touche pas du tout. Parce qu'il y a justement ce risque-là que ça serve de tremplin du glissement. Pour se faire maintenant, parce que justement, j'ai montré que certains électeurs ne sont pas capables de comprendre les vrais enjeux. On compte sur cette catégorie de compatriotes et malheureusement, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Donc, si, à supposer que tous ceux qui comprennent les enjeux votent contre cette révision, mais ils seront battus parce qu'il y aura 70% peut-être des Congolais qui, eux, vont se faire embarquer. Pas sur ces thèmes-là, on va montrer d'autres thèmes un peu plus... Vous parlez du référendum. Oui, parce que si ça doit se passer par la voie référendaire, c'est comme ça que ça se passe. Mais on peut aussi imaginer que ça se passe par la voie parlementaire. Parlementaire, oui. Et donc tout ça est déjà, comment dirais-je, on peut soupçonner qu'il y a une entourloupe derrière, pour justement faire en sorte que le compteur soit remis à zéro. Donc, en réalité, si on voulait crédibiliser une réforme constitutionnelle, chez nous, principalement, on devrait être sûr que celui qui est à l'initiative de cette réforme, c'est-à-dire le président de la République qui l'a annoncé, devrait commencer par dire il faut réformer, mais moi je ne suis pas concerné, parce que moi je suis dans mon dernier mandat, et donc moi en 2028 je m'en vais. Si lui commence par dire ça, là ça peut décrisper. Et même s'il dit comme ça, mais lorsque ceux qui vont travailler sur ces commissions, les différentes commissions qui seront mises en place, s'ils mettaient cette disposition-là de pérenniser le président, même s'il a montré la volonté de ne pas rester. Non, il ne faut pas maintenant commencer à dire que le président peut avoir dit solennellement qu'il ne va pas entrer dans le jeu, et puis penser qu'il y a des gens qui vont quand même manœuvrer pour qu'il reste dans le jeu. Ça n'a pas de sens. Peut-être que si ça passe par la voie parlementaire, non, et que les deux présidents du Parlement, Sénat et la Chambre haute et la Chambre basse, savent que non, si nous sommes ici, c'est grâce peut-être au président de la République. Et nous devons nous devons travailler sur ces réformes-là pour qu'il reste là, pour que nous aussi, nous demeurions aussi ici. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé de la médiocratie. Je vous ai montré que toutes les manœuvres qu'on peut imaginer pour sortir de la médiocrité actuelle risquent de ne jamais aboutir, aussi longtemps qu'on n'aura pas touché à la racine du mal, qui est finalement l'ignorance du souverain primaire, dans son écrasante majorité. Le souverain primaire n'est pas conscient que c'est effectivement lui le patron. C'est ça le point de départ de tout. Si le souverain primaire, c'est-à-dire le peuple congolais,
Oui, on a vu au Tchad. Au Tchad, ça a été refusé par les souverains primaires. Qu'est-ce qui a été refusé? La réforme? Et on en est où maintenant? Oui, bon, je ne sais pas où on en a, mais c'était boycotter les référendums Mais ils viennent de faire oui, l'élection présidentielle. Oui, oui. Avant les élections. Quelle base là il y a eu? Avant les élections. Et non, même attendez, il ne faut pas prendre les choses de cette façon-là. Si ça a été refusé, ça a donné quel résultat? Est-ce qu'effectivement on a tout recommencé après ce refus-là? Oui? Moi, je ne crois pas. Les choses ont continué comme si, comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Donc il ne faut pas prendre ça comme exemple. Il faut simplement dire, voilà, lorsque le souverain primaire est effectivement conscient d'être le patron, il organise tout de manière à ce que, comme diraient les Quinois, qui patronnaillait et monana. N'est-ce pas? Quand tu es patron. Ce sera une révolution. Ça doit être une révolution parce que là, vous êtes. On veut me revenir sur ça, mais avant qu'on arrive à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, j'aimerais un peu plus qu'on en finisse avec cette question. Parce que lorsqu'on cite, on voit le pays qu'on veut de citer ici, Congo-Brazza, Cameroun, Guinée équatoriale et autres qui ont réformé la Constitution, on voit quand même que la survie de la population, la survie de la population est quand même favorable. Et que si peut-être, on voit il y a des Congolais qui quittent la RDC pour aller au Brazza, pour aller se réfugier là-bas. Descendre, vous devez chercher. Il y a aussi des Congolais qui partent au Cameroun. Non, non. Mais est-ce que... Ça, c'est vraiment des questions... Il faut pousser les gens à prendre de la hauteur. Vous ne pouvez pas dire que parce que les gens vont à Brazza, donc ça va bien à Brazza, ou ça va bien au Cameroun. Non. Je parle du social, monsieur Modeste. Non, non. Si peut-être en éternisant quelqu'un au pouvoir et que le social de Congolais, ça s'améliore, où est le mal? Non, si j'avais su que vous étiez un journaliste qui peut raisonner comme ça c'est ce qu'on appelle des journalistes d'extrême droite. Vous êtes comme un journaliste d'extrême droite. Or, je ne pensais pas que vous puissiez raisonner comme ça. Non, c'est ça, on fait des analyses. Parce que on fait des analyses. Des analyses qui ne nous aident pas. Moi, je parle sur les concrets. Parce que tout ce que vous venez de parler là, c'est la théorie. Mais lorsqu'on va aller sur la survie de la population, peut-être ce ne sera pas le cas. Mais non, il faut justement chercher à élever les gens, à élever les débats. Et ne pas justement se contenter de ce qui existe. Vous commencez à surfer sur ça. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui cherche le progrès et commencer à dire, parce que c'est ce que j'entends souvent les hommes politiques, qui disent, voilà, mais vous voyez, mais dans un pays comme tel pays, ils ont fait ça. Mais nous, le Congo, notre vocation, c'est d'être le leader. Et d'ailleurs, si l'Afrique centrale ne décolle pas, et l'Afrique tout court, c'est en grande partie parce que le Congo ne décolle pas. Effectivement. Donc, il ne faut pas commencer à trouver des excuses en disant, mais oui, mais et quand même, ceci et tout ça, il y a quand même quelque chose. Non, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 100, lorsqu'on est à 10%, on ne peut pas se réjouir. On doit viser 80, 90%, voire 100%. Et là, nous sommes en train de parler d'une situation où le Congo, mais le reste de l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, patauge, et nous cherchons à en sortir. Vous me parlez de... non, mais à Brazza, non, il faut plutôt on fait appel à l'histoire. On fait appel à l'histoire pour voir si on peut aussi décoller. Nous sommes en train d'éduquer en informant, en montrant que nous sommes loin en deçà de nos possibilités. Il ne faut pas donner l'impression que... En fait, c'est ça le nivellement par le bas. On a tendance à dire, tiens, mais on a quand même encore... C'est l'exemple que donnait le Togolais, là, votre confrère Zongo. Il dit, mais tant qu'il y aura des bateaux qui vont débarquer au port, moi, la politique, ça ne me dit rien. Vous vous rendez compte? Parce que lui, quand le port fonctionne, chez lui, à la maison, il y a à manger, donc le reste ne l'intéresse pas. Et avec des citoyens comme ça, on ne peut pas aller loin. Donc, ce sont des candidats esclaves. Ils acceptent l'esclavage.
on ne peut pas espérer aller de l'avant avec des citoyens comme ça, qui ne sont pas exigeants. Les citoyens doivent être tellement exigeants que c'est eux qui vont commencer à faire peur à tous ces politiciens qui profitent justement de leur indolence, de leur, comment dirais-je, manque d'exigence, pour dire, mais Chancelo Kopamba. Vous voyez, le phénomène Chancelo Kopamba, c'est cela. C'est parce que il se dit, tiens, mec, donc même moi je peux essayer. Effectivement, il essaye et ça marche. Et ben alors, donc on va tous y aller. Aujourd'hui, vous avez vu combien de candidats il y avait aux dernières élections générales? Ben, c'était effarant. Parce que ce n'est plus une mission exigeante. C'est au contraire une occasion de se faire de l'argent à peu de temps. Surtout qu'on a fait miroiter les salaires qui sont tout à fait scandaleux. Tout le monde se dit, pourquoi pas moi? Et nous, notre devoir, et vous-même aussi en tant que journaliste, votre devoir n'est pas d'accompagner ça. Votre devoir, c'est de pousser les gens à refuser ça et aller de l'avant à chercher l'exigence, l'excellence. Vous avez suivi ce qui s'est passé hier, à l'Assemblée nationale pour le bureau définitif qui doit être, les élections doivent intervenir si c'est ce mercredi, c'est samedi. Mais un communiqué qui sort hier, presquement, en énumérant les gens qui sont retenus pour compétir à ces élections. Et on a vu qu'il y a une sorte de la monarchie qu'on a assisté hier. Il y a des candidats qui sont des lignes sacrées. La majorité des candidats alignés par le bureau, les traitements des candidats, c'est par l'union sacrée. Mais avec une assemblée où il y a une sorte de monarchie, comment est-ce que les idées que vous avez ici, parce que toutes les idées que les Congolais ont doivent être validées au Parlement, comment est-ce que ça passera avec une assemblée comme ça où il y a une assemblée monocolore? Mais c'est une erreur de croire que on peut compter sur justement le personnel politique actuel pour asseoir la vraie démocratie. C'est ça la question, M. Mondé. Non, il faut... En tant qu'expert en démocratie, et la démocratie, ça s'est dit au Parlement. La démocratie, le temple de la démocratie, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais aussi longtemps que le Parlement joue effectivement son rôle. Mais lorsque le Parlement sort de son rôle pour ne faire que ce qu'on est en train de dénoncer là-bas, le népotisme, l'oligarchie, etc., vous croyez que les gens vont continuer à les suivre alors qu'eux-mêmes sont en train de se discréditer? Vous croyez vraiment que le Parlement actuel va continuer à être la voie par laquelle il faut chercher les changements? Non, il faut cesser d'être naïf et sur cette question, de tout ce qu'on a parlé ici, les enjeux pourront être comme quoi? Faisons l'analyse. Après ce qui s'est passé, nous devons très rapidement montrer que nous pouvons avoir les meilleurs élus. Nous pouvons avoir les meilleurs élus d'Afrique, voire du monde, si nous changeons l'approche en matière électorale. La fameuse formule nouvelle dont parlait le président de la Commission africaine des droits de l'homme, nous l'avons trouvée, cette formule. Nous pouvons l'appliquer et nous allons avoir les meilleurs élus du monde, en tout cas d'Afrique. La formule, c'est quelle formule? Une formule électorale. C'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque élection, comme je l'ai déjà montré de façon assez sommaire, qu'à chaque élection, les électeurs soient ceux-là seuls qui savent ce qu'il y a comme enjeu derrière cette élection-là. Tout simplement. Ça veut dire que sur les 50 millions d'électeurs que nous étions, il paraît qu'on était 50 millions aux dernières élections, tout le monde reste électeur. Tout le monde reste électeur. Et cette fois-ci, on fait attention
à l'électorat pour chaque élection. Vous comprenez? Les 50 millions sont électeurs au moins quelque part. Ça, c'est sûr. Parce que les 50 millions sont capables de choisir le chef de quartier, le chef de groupement, ils se fréquentent, ils le connaissent, ils se retrouvent à l'église ou ailleurs. Donc, ils connaissent les gens valables, les hommes et les femmes valables au niveau local. N'est-ce pas? Sans savoir même écrire son nom, il sait choisir la personne qui convient pour diriger sa commune ou son entité locale. La province, Non, non, pas la province. Au niveau de la province, parce qu'à ce moment-là, je vous ai montré que la tribu vient fausser la donne. Parce que la tribu devient l'élément qu'un politicien prend pour lui pour dire « nous, notre tribu, attention, etc. » Et donc, pour déjouer ça, on dit voilà, quelqu'un qui ne peut pas au moins écrire un mot dans sa langue, pas en français, envoyer un message à son élu pour montrer qu'il le suit. Parce que c'est ça l'important. Il faut être capable de montrer qu'on suit son élu partout. Si tu ne peux pas envoyer un SMS à ton député que tu as choisi pour lui dire, mais je viens de te suivre dans une émission là, ce que tu as dit là, ça n'a rien à voir avec ce que nous n'avons convenu. Comprenez? Si vous êtes capable de faire ça, alors vous êtes un électeur valable au niveau de la province. Pas écrire en français ou quoi, mais dans votre langue, vous pouvez envoyer un message à votre élu. Et enfin, au niveau national, parce qu'au niveau national, ce sont les problèmes de toute la nation, mais aussi les problèmes internationaux. La personne que nous choisissons pour aller nous représenter au niveau national doit avoir ce double visage, être capable, lorsqu'on l'envoie à l'Union africaine ou à la SADC ou ailleurs, on sait que quand il va parler, notre voix sera entendue. Si ce n'est pas possible, s'il n'est pas capable de faire ça, on ne le prend pas. Il ne peut pas être élu. Vous voyez? Donc, nous voulons que l'électeur soit effectivement au cœur de la réforme qui doit être faite, parce que effectivement, c'est là où tout se joue, et c'est là où aujourd'hui c'est faussé à cause de ça. Parce que la plupart des électeurs, comme on l'a dit, de bonne foi, ils sont manipulés, on les entraîne dans les histoires des tribus, les entraîne dans les histoires de notre... Nous sommes de l'Est, vous de l'Ouest, etc. Oh non, celui-là il est catholique, moi je suis musulman, et ainsi de suite. Donc, on doit revenir à ce qui est fondamental, c'est-à-dire le patron, c'est l'électeur. Le patron, c'est le peuple. Voilà ce qui manque aujourd'hui. Et ça, c'est l'urgence. Pas la réforme de la Constitution. L'urgence, c'est ça. Si nous voulons que le Congo se mette debout, c'est ça qui doit être fait. Oui, mais maintenant, quels sont les défis que nous devons relever maintenant? Parce que là, cette réforme pourra avoir quoi comme défi à relever? Non, ça veut dire que le défi, c'est d'abord déjà de se mettre d'accord que le vrai problème du Congo, c'est son leadership. D'autres appellent ça classe politique, vous appelez ça comme vous voulez. Le leadership congolais, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut aussi dire ça clairement. Certains disent, oui, mais du temps de l'ancien président qui était là, c'était... Non, on n'est pas en train de dire, c'est soit ceux qui sont là, soit ceux qui étaient là hier ou avant-hier. Le problème du Congo, c'est depuis 60 que ce leadership-là est chancelant, pour ne pas dire plus. Ce n'est pas le leadership qui est à la hauteur des enjeux du Congo aujourd'hui pour être effectivement ce pays dont Frantz Fanon avait parlé, pour dire qu'il avait la forme de revolver, dont la gâchette s'est trouvée au Congo. Oui. Ce pays-là, nous devons le retrouver. Et pour le retrouver, nous devons aller au fond des choses, c'est-à-dire comment faire en sorte que le leadership, la direction politique du pays soit confiée uniquement aux meilleurs d'entre nous, aux meilleurs fils et aux meilleures filles du Congo. Et quand je parle des meilleurs, il faut qu'on me comprenne bien. Il ne s'agit pas de ceux qui ont des diplômes. Parce que certains pensent que c'est par rapport au diplôme. Non.
Les meilleurs, c'est par rapport au parcours moral et éthique de la personne. Vous pouvez ne pas avoir de diplôme, mais vous avez un parcours intellectuel, moral et éthique qui force le respect. Ce sont ceux-là. Ce sont ces hommes et ces femmes que nous devons mettre en avant. Donc les casiers judiciaires de candidats doivent aussi être pris en compte dans les réformes qui seront mises en place. Non, moi je vous dis qu'à partir du moment où l'organisation mise en place permet à chaque citoyen de donner le meilleur de lui-même, parce que je vous ai montré que même les balayeurs est un bon citoyen à condition que ne l'amène pas au-delà de ce qu'il peut faire de façon correcte. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de choisir, ne l'amenez pas plus loin que le niveau de son quartier ou de sa commune. Mais vous ne lui fermez pas la porte parce que s'il veut aller plus loin, il a la possibilité d'aller chaque soir à une école du soir pour apprendre à lire, à écrire au moins dans sa langue, pour que dans 5 ans, il devienne aussi un acteur, au moins jusqu'au niveau de sa province. Donc, nous voulons tout simplement faire en sorte que chaque citoyen devienne effectivement un acteur à part entière. Voyez-vous? Pas un acteur pour de la figuration, comme un figurant seulement. Non, un acteur qui sait que sa voix compte. Et si sa voix n'est pas prise en compte, eh bien, la personne qui voulait se faire passer, se faire élire, ne passe pas. Donc, il faut que chaque candidat demain sache qu'il a en face de lui un électorat tellement exigeant qu'il n'y a plus moyen de tricher comme ils le font maintenant. Je demande à la technique si même il y a une question très capitale parce que quand vous avez aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'on va encore vous avoir sur le plateau, et la question de l'accumulation de postes, que la Constitution est muette. Il y a même cette question a été posée par le président là, et le président l'a dit que tout ce que la Constitution n'interdit pas, apparemment c'est permis. Est-ce que dans ces réformes ici, cette question pourrait être aussi traitée, parce que nous avions vu, il y a le ministre, je peux vous citer quelques exemples, Paton, la gouverneure du Lualaba, Madame Fifi Masuka, qui a obtenu le voix partout, et les sénatrices, et les gouverneurs, et les députés provinciaux, partout. Est-ce que Sama Lukonde est le Premier ministre actuel? Pour l'instant, il est entré, il est Premier ministre et sénateur, député, provincial. Donc, est-ce que cette question pourrait être aussi prise en compte pour le réforme à venir? Avec l'organisation qui doit être mise en place, tout ça va disparaître. Parce que vous savez que même ça me donne l'occasion de répondre à la question que certains se posent, mais comment se fait-il que aujourd'hui, nos députés sont arrivés à un niveau où ils sont les députés les mieux payés du monde? Voilà. Tout le monde peut se poser cette question. Mais tout simplement parce que les députés sont les législateurs. Voyez-vous? C'est eux qui légifèrent. Qui légifèrent. Alors, à ce moment-là, ils font des lois qui les arrangent, eux. Mais vous savez que dans un pays comme les États-Unis même déjà, la Constitution américaine, qui date de au moins 2 siècles, et sur ce point-là, très précise, elle a dit, les députés peuvent voter des augmentations de leurs indemnités, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'ils votent ça, ils ne peuvent pas eux-mêmes, qui sont en plein mandat, bénéficier de cette augmentation. Ça va profiter à ceux qui vont venir après. Vous savez que rien que cette petite disposition a permis que les indemnités des députés aux États-Unis sont parmi les plus bas des pays développés. On peut aussi définir celle-là dans la Constitution. Donc, il suffit d'ajouter une disposition comme celle-là. Ils ne vont plus se battre pour augmenter, parce que quand ce n'est pas pour lui-même, il n'a pas vraiment de motivation pour le faire. Hein. Mais c'est parce qu'il sait que s'il le fait dès le mois prochain, et il est bénéficiaire à ce moment-là, il n'y a plus de frein, il n'y a rien qui l'arrête. Si on les laisse, ils vont continuer jusqu'à atteindre $100 000 pour chacun. Donc,
Vous voyez que l'organisation qui doit être mise en place doit être telle que l'homme d'abord, l'homme congolais, change de logiciel. Parce que cette mise en place, cette organisation, pousse chaque homme à se dire, mais en fait, moi, pour mériter de la patrie, je dois adopter un comportement exemplaire. Et si vous commencez déjà à raisonner comme ça, vous n'allez plus poser certains gestes qui, demain, risquent de revenir à la figure. Vous dire, voilà, mais vous avez fait ça, c'est pas bon. Si aujourd'hui ils n'ont pas cette, disons, ne se sentent pas obligés d'échanger, c'est parce que justement, par le jeu des chancellots Kopamba, vous pouvez voler ici des millions. C'est toujours le Congo. Vous êtes dans la capitale, vous volez des millions. Lorsqu'il y a élection, vous allez dans votre tribu là-bas, dans votre coin, vous distribuez un peu d'argent à ceux qui sont influents dans le coin, vous vous faites élire, vous faites quelques petits ponts et tout ça, vous faites élire haut la main, vous revenez à Kinshasa en force, alors que vous êtes un grand criminel. C'est ça qu'il faut arrêter. Merci. Votre mot de la fin pour clôturer cette émission, M. Modeste. Je dis tout simplement que tout ceci n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons présenter bientôt à la nation pour montrer qu'il faut absolument changer la gouvernance dans ce pays pour espérer que ce pays reprenne, trouve même sa place qu'il n'a pas encore occupée depuis 60. Nous ne sommes pas dans le jeu de ceux qui sont là, ceux qui sont dans le... Non, nous voyons le Congo depuis 60, nous voyons qu'il a pris un mauvais départ. C'est ça qu'il faut changer. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, par ces mots que nous mettons fait à cette émission. L'entrevue de ce jour a reçu pour vous Monsieur Modestin Mboningaba, qui a parlé, c'est un expert aux questions électorales, la démocratie et le développement de peuples en Afrique. C'est avec lui que nous avons eu l'honneur, le plaisir de parler sur cette question de réforme de la Constitution de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez compris que l'expert est, l'invité de ce jour est un expert en la matière, et avec le même plaisir, nous allons encore le recevoir sur ce plateau pour voir dans quelle mesure au moment où on va repartir les commissions pour travailler sur cette question, c'est quoi le matière qui seront traitées? Donc, des commissions, sera combien de commissions et quelle matière? Parce qu'on parle de la coutume, on parle de droit, on parle de la vie sociale, on parle donc la Constitution englobe toutes les couches de la population, tout le problème de la nation. Mesdames et messieurs, c'est avec ce même plaisir que nous allons encore l'inviter sur ce plateau pour nous parler des commissions qui seront mises en place. Mesdames, les profils de ces gens-là, qui seront le président des commissions. Avec le même plaisir, nous allons nous recevoir. Nous allons nous retrouver encore de plus sur ce même plateau. Au revoir.